Amis téléspectateurs de Code 243, bonsoir. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, son Excellence M. Herman Cohen, sur ce plateau, afin que nous puissions déviser sur la situation qui prévaut en Afrique et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs en RDC. M. Herman Cohen, bonsoir. Bonsoir. C'est pour nous un privilège, chers téléspectateurs, de recevoir une éminente personnalité qui a travaillé dans l'administration ici aux États-Unis, mais qui a également été en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Et je crois que vous y avez vécu pendant quelques années. Oui, j'ai passé 3 ans là-bas sous le régime du président Mobutu. Pourrais-je me permettre de vous dire Mbote? Mbote Ozali. Nazali Malam. Voilà pour vous confirmer que son Excellence M. Herman Cohen a été chez nous en RDC et qu'il connaît notre peuple et qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, à nous expliquer, et surtout à cette jeunesse, ceux qui ne l'ont pas connu, et même ceux qui l'ont connu. Il va nous donner des pistes de son analyse, de son expérience sur les problèmes qui prévalent en Afrique. Monsieur Herman Cohen, Excellence, je voudrais avant toute chose parler de ce qui se passe de nos jours. Depuis la fin 2010, il y a un mouvement de révolution qui souffle, un vent de révolution souffle en Afrique. Il a commencé en Tunisie, il a continué cheminer en Égypte. Maintenant, on nous parle de la Libye, du Yémen, du Bahreïn. Est-ce un mode de remplacement des autorités par rapport au mode que nous connaissions, qui sont les élections, qui prend pied en Afrique, ou bien est-ce simplement une situation de, excusez-moi du terme, de ras-le-bol de la population? Quelle est votre vision? Oui, comme vous savez, il n'y a pas d'élection vraiment transparente et libre dans tous ces pays. Le président sortant gagne toujours. Il n'y a pas de risque qu'il va perdre. Et le problème dans tous ces pays, ce que j'appelle la révolution des espérances grandissantes. C'est la même chose en France dans le XVIIIe siècle, aux États-Unis dans le XVIIIe siècle. Vous avez une bourgeoisie, surtout une jeunesse dans la bourgeoisie, qui voit l'avenir bloqué. C'est-à-dire, ils ont une éducation, ils ont des parents avec un peu d'argent, mais pour eux, c'est tout bloqué, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de carrière. Et ces gens-là sont intelligents, ils ont de l'éducation, donc ils ont le ras-le-bol finalement. Et ils font des manifestations, et c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens comme ça dans cette situation, dans tous ces pays, et ils en ont assez. Et ça va continuer, j'espère, je crois. Ça va continuer, mais plus près de nous, nous voyons les dernières images, les dernières 48 heures, il y a eu, je ne vais pas appeler ça massacre, au Bahreïn, ou devant les caméras, certains manifestants ont été tués. L'administration américaine, par rapport à cela, nous n'avons pas entendu une réaction officielle. Qu'en est-il? Oh, je crois que quand même Mme Clinton a condamné la violence dans tous ces pays-là, et elle a prêché une modération, un dialogue. Mais c'est difficile à condamner un gouvernement qui est ami, n'est-ce pas, qui est ami depuis longtemps. Par exemple, à Bahreïn, nous avons le quartier général de notre 5e flotte, ça c'est très important. Donc il y a un équilibre. Il y a ce qui est difficile, mais quand même, ils ont condamné la violence partout, je crois. Comme vous le dites dans le cas du Bahreïn, je sens pas le passage pour nos téléspectateurs, étant donné qu'il y a cette présence, qu'il y a de cette base, ne croyez-vous pas qu'un changement inopiné, non voulu, pourrait amener une nouvelle situation, ou peut-être mettre en péril la présence américaine? Y a-t-il une main derrière ce qui se passe au Bahreïn? Oh, absolument. Si le régime est remplacé par un régime populaire, c'est fort possible que tout va changer, parce qu'il y a la question de Palestine et la politique américaine envers l'Israël.
une révolution ne s'arrête pas à la frontière, ça continue dans les politiques étrangères, bien sûr. Vous l'avez entendu, les révolutions continuent même dans les politiques étrangères. Et je voudrais toujours enchaîner pour voir un peu avec un processus qui est toujours démocratique, celui-là, un processus des élections. La Côte d'Ivoire. Tout récemment, il y a 2 mois, ils étaient en élection, un résultat est sorti. La communauté internationale a déclaré ou s'est rangée derrière l'un des 2 participants, qui est M. Alassane Ouattara. M. Gbagbo, lui, se dit qu'il y a eu grande tricherie. Ça, qu'en pensez-vous? Ou bien, comment sortir de cette crise? Parce que c'est une crise réelle. Il y a des vies humaines qui sont liées à ce problème-là. Quel est votre point de vue? À mon avis, c'est comme dans tous les pays du monde, la démocratie ne vient pas tout de suite. C'est une évolution. Même chez nous aux États-Unis, il y a 200 ans, la démocratie n'était pas la même chose qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et en Afrique, ils sont dans un stade qui commence vraiment. Et il y a la loi Cohen que j'ai fabriquée, qu'en Afrique, un président sortant dans une élection, s'il ne veut pas perdre, il ne peut pas perdre, n'est-ce pas? Combien de pays est-ce que le président sortant accepte le risque de perdre? Combien de pays en Afrique? Il y a le Bénin, il y a le Ghana, et je crois que c'est tout, n'est-ce pas? Et il y avait même des pays avec, dans la Constitution, un mandat un limite à 2 mandats, n'est-ce pas? Mais combien de présidents ont changé la Constitution pour autoriser un 3e ou 4e mandat? En Ouganda, par exemple, maintenant. Donc, c'est difficile dans l'état actuel de la démocratie pour un président sortant de perdre s'il ne veut pas vraiment perdre. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, Gbagbo a fait ça maladroitement, n'est-ce pas? C'est la tricherie que Gbagbo a fait vraiment transparent, il n'y a pas de doute. Il ne fallait pas demander à l'ONU de contrôler les élections. Et aussi, je crois que Gbagbo a pensé qu'il était très populaire, qu'il devait gagner, n'est-ce pas? Mais il avait un plan B, c'est-à-dire s'il perdait, d'avoir la Cour constitutionnelle, de fabriquer une raison qu'il gagne. Donc c'est difficile. Mais Gbagbo a signé un accord que si l'ONU va décider, n'est-ce pas? Donc les autres Africains n'ont pas de choix. Il faut serrer. Et le seul moyen, c'est par le moyen financier, n'est-ce pas? Faire la guerre, c'est mauvais. Il ne faut pas faire la guerre parce qu'il y aura trop de morts. Il y a beaucoup d'otages à Abidjan, les gens de Burkina, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont plus qu'1 million de gens à Abidjan qui sont des étrangers, ils sont des otages. Exactement. Il ne faut pas faire la guerre, mais ils vont faire les sanctions économiques qui risquent de gagner. Mais ne croyez-vous pas que dans un sursaut d'orgueil, aujourd'hui, Gbagbo, comme il contrôle l'armée, avec son général lieutenant Blé peut pousser le peuple à une tentative, je peux dire, suicidaire de marcher vers l'hôtel du Golfe? C'est pas impossible parce que président Gbagbo et son épouse sont un peu des fanatiques de religion. Et si vous voyez la propagande des évangiles aux États-Unis qui soutient Gbagbo, et vous demandez pourquoi vous soutenez Gbagbo, il a perdu l'élection, ils ont dit Gbagbo est un chrétien, Ouattara est un musulman. C'est pas la peine de parler plus, n'est-ce pas? Donc il y a un fanatisme religieux dans la famille Gbagbo qui est très dangereux, je crois. Je veux me risquer pour clore ce problème de la Côte d'Ivoire. Ne croyez-vous pas qu'à cause de ce clivage, de cette division, de ce problème qui est un soubassement religieux, qui est également un soubassement d'appartenance au pays,
pourrait amener dans une décennie ou deux une partition de la Côte d'Ivoire? Oh, c'est déjà fait. Il y a le nord est contrôlé par les rebelles, les jeunes patriotes, j'ai oublié le nom, qui sont des gens musulmans, et le sud est contrôlé par le gouvernement de Gbagbo. Mais à mon avis, ce n'est pas une question de religion vraiment, c'est une question ethnique. La France a commencé toutes ces grandes plantations de cacao et de café. Et vous savez, Côte d'Ivoire est maintenant le plus grand producteur de cacao dans le monde. Je crois qu'ils produisent à peu près 60% de cacao. C'est formidable ça. Mais comment travailler les plantations? La France, et après Houphouët-Boigny, le premier président, ont fait venir des ouvriers des pays au nord, surtout Burkina Faso, Niger, Mali, et toute cette richesse de la Côte d'Ivoire a été produite par les étrangers. Bon, maintenant, nous sommes dans la 3e, 4e génération des étrangers qui ne sont plus étrangers, ils sont ivoiriens maintenant. Ils ont des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et ces gens disent, nous sommes des Ivoiriens comme tout le monde, nous demandons nos droits de voter, tout ça. Et j'ai peur, je crois que peut-être ils sont en majorité maintenant. Et aussi les gens, la politique des gens du Sud, les gens qui n'aiment pas Gbagbo, parce qu'il n'est pas dans la grande majorité ethnique des Akans, ils viennent d'une petite tribu. Donc c'est plutôt une question ethnique. Et les gens d'Abidjan, les gens du Sud disent, nous sommes envahis par les gens de Burkina et tout ça. Ils veulent prendre notre pays et faire du changement, ils vont détruire notre culture et tout ça. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question ethnique maintenant. Question d'ethnicité. Chers spectateurs, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons ce soir l'ambassadeur Herman Cohen, qui était l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines de l'administration Bush-Père. Et ce soir, il est notre invité afin que nous puissions ensemble discuter de la problématique en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Soudan, je m'approche et je voudrais lire une de vos cotations. Vous avez déclaré que le président Omar El-Béchir était sincère lorsqu'il a dit qu'il allait appliquer toutes les résolutions qui allaient émaner en fait du référendum. Et que si la volonté du peuple était celle de voir le Sud devenir indépendant, il allait souscrire à cela. Mais cependant, je voudrais comprendre et vous rajouter ceci, qu'il est conscient que la sécession est inévitable et que ce serait pour lui un moyen de préserver ses chances pour mieux négocier. Faisiez-vous allusion au mandat d'arrêt qui est lancé contre lui par la Cour pénale internationale ou à autre chose? Ça, c'est un élément, parce que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui contrôle la question de la haie. Est-ce qu'il sera jugé ou pas? Et chaque année, le Conseil de sécurité repousse le moment de jugement parce qu'on a besoin de lui pour des négociations. Et bien sûr, il ne veut pas aller à la haie. Donc, et c'était important pour le Nord de négocier parce qu'il y a des problèmes très sérieux là. C'est-à-dire comment partager le pétrole, n'est-ce pas? Comment transporter le pétrole qui est sur les deux côtés. La question de nationalité, la question de mouvement des gens à travers les frontières, parce que les gens ont l'habitude de passer sans problème. Maintenant, ils vont voir le poste de contrôle et tout ça. Tout ça est dans son intérêt de négocier un résultat qui fait des bénéfices pour les deux côtés, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas le choix. Il doit négocier.